Les jeux multi peuvent offrir des moments incroyables avec des pics d'adrénaline intenses. Mais malheureusement, ces moments sont souvent dilués par le cycle répétitif des parties. La frustration face aux bugs du jeu et de la connectivité, l'incompétence de nos coéquipiers, ou encore plus la nôtre. Un sentiment d'être manipulé par la machine du matchmaking. Et finalement, une séance de gaming supposée être pour le fun se transforme souvent en stress, et parfois pire. Dude, I'm fucking dead, dude. I'm fucking, yeah, it's just nothing I... Pour moi, les jeux vidéo ont toujours été un moyen de découvrir des mondes imaginaires, de me challenger, d'affronter mes peurs, mais aussi parfois juste de me perdre dans des univers mystérieux et envoûtants. En 2024, j'ai voulu reprendre le contrôle de ma passion, pour retrouver cette légèreté. Pour y arriver, il a fallu que je change de façon de jouer. C'est pour ça que j'ai remplacé les jeux multi et leur adrénaline addictive par des jeux solo, au rythme plus chill, mais qui offrent une expérience unique. Voici donc les 10 jeux solo qui m'ont marqué en 2024. Et qui sait, peut-être que cette liste vous donnera aussi des idées de renouveau pour 2025. Severed Seal est un petit jeu indépendant dans lequel vous incarnez Steel, un personnage féminin qui cherche à se venger des responsables de la perte de son bras. L'histoire est très basique et minimale, mais c'est dans le gameplay que ce jeu brille. Étant habitué au mouvement limpide d'Apex, j'ai directement accroché à la fluidité du gameplay. Couplé à une mécanique de bullet time à chaque fois que vous plongez ou glissez, vous avez vraiment l'impression de contrôler l'espace et le temps pendant que vous éliminez vos ennemis les uns après les autres. On pourrait vraiment se croire en état de transe comme Neo dans Matrix. Le fait de devoir changer d'arme constamment permet d'avoir une courbe de difficulté très bien pensée et de maximiser l'agilité du personnage. Ajoutez à ça une bande son électronique excellente et des effets sonores impactants. Ce jeu a été une vraie découverte pour moi. Dans la longue série des jeux Mario Bros est le seul jeu auquel j'ai joué il y a plus de 25 ans, car en grandissant, j'ai toujours été plus attiré par des jeux plus adultes. L'été dernier pour mes vacances, je cherchais un jeu pour passer le temps dans l'avion, et je me suis laissé tenter par le dernier Super Mario Wonder. Et croyez-moi, j'étais loin d'imaginer la claque que j'allais me prendre. Au début je faisais les premiers niveaux pour déconner, mais au fur et à mesure j'ai découvert l'un des meilleurs jeux de plateforme auxquels j'ai joué. La musique a ce charme que seuls les jeux Mario ont. Les décors sont très variés et les Wonder Seeds donnent lieu à des séquences de jeu hilarantes et très créatives. Le seul petit bémol en mon goût, c'est que le jeu est trop facile, car les vies sont pratiquement infinies. Un gros contraste avec le Mario original. À part ça, Super Mario Wonder est un chef-d'œuvre. Je vous le recommande les yeux fermés. C'est vraiment le jeu feel good par excellence. Je n'ai jamais vraiment joué au jeu Final Fantasy, à part vite fait FF5 et FF8, mais c'était en japonais. FF7, qui est largement considéré comme le meilleur jeu de la série, a eu récemment un remake. Je me suis dit que c'était l'opportunité parfaite pour découvrir cette saga cultissime. Dans cet opus, on suit l'histoire de l'énigmatique Cloud et celle de ses compagnons dans la ville futuristique /punk de Midgard. Les personnages sont vraiment attachants par leur histoire d'amitié et de sacrifice pour préserver la planète. Ce monde froid, hostile et très sinistre arrive bizarrement à nous bouleverser par des moments de douceur et de chaleur inattendus. Les combats se font contre des ennemis très variés et nous poussent à utiliser tout l'arsenal de nos personnages. Surtout les affrontements contre les boss qui sont un vrai spectacle. On dirait que certaines scènes sortent directement d'un film.
Malheureusement, FF7 Remake pouvait être plus haut dans ma liste si les cutscenes n'étaient pas aussi longues et fréquentes. L'histoire avance vraiment trop lentement. À part ça, les graphismes sont époustouflants. La musique est vraiment merveilleuse et touchante au fur et à mesure que l'histoire s'approche de son apogée. Bref, un jeu extraordinaire même avec ses défauts. Un jeu qui m'a donné envie de continuer d'explorer le reste de l'univers Final Fantasy. Elden Ring, sorti en 2022, représente l'apogée de ce que From Software a construit depuis l'introduction de Demon's Souls il y a plus de 15 ans. Il est tout de suite devenu l'un de mes jeux préférés de tous les temps. Logiquement, j'étais excité de revenir dans ce monde unique dans le DLC Shadow of the Earth Tree. Ce DLC est vraiment à la hauteur des attentes, avec des décors sinistres et macabres, contrastant avec des scènes féeriques, où le temps a vraiment l'air de s'arrêter. Le bestiaire est très fourni et nous pousse à utiliser la panoplie des nouvelles armes et armures éparpillées dans le Shadow Realm. Toujours sans GPS, l'exploration est très plaisante et rend les différentes découvertes très marquantes. La quête pour retrouver les traces de Miquella offre des moments mémorables et des niveaux complexes qui sont même meilleurs que ceux du jeu original par moments. Par exemple, un simple donjon secondaire dans le jeu de base devient une transition plus naturelle vers l'une des régions les plus terrifiantes de ce monde mystérieux. Un petit reproche que je peux faire, c'est la difficulté. Surtout celle des boss qui sont juste trop durs à mon goût, alors que j'ai toujours cherché à faire les boss des jeux FromSoft en mode solo. Les boss sont devenus des corvées plutôt que des points forts de l'aventure, à tel point que je ne me souviens même pas de leur musique, contrairement à la plupart des Soulsborne dont la musique est encore gravée dans ma tête, comme celle d'Artorias, Sif ou Soul of Cinder. Malgré ce petit défaut, ça reste un excellent complément au jeu de base, et si vous voulez encore plus d'Elden Ring, vous ne pouvez pas vous tromper en jouant à ce DLC. Comme beaucoup de jeux dans ce top 10, j'ai essayé Doom 2016 grâce à la légende du jeu original que j'avais fait quand j'étais petit. Avec toutes les éloges sur ce nouvel opus, c'était pour moi une évidence de réincarner le légendaire Doomslayer, destiné de nouveau à éradiquer l'invasion démoniaque sur Mars. Ce reboot de Doom était tout ce que je voulais et même plus. On retrouve à notre plus grand plaisir la fluidité et les combats viscéraux si caractéristiques du jeu original. Toujours avec une maniabilité quasi instinctive du Doomslayer. Les ennemis sont variés et nous obligent à toujours utiliser la totalité de notre arsenal. Ça donne lieu à des affrontements très gore, complémentés par une bande son hard rock metal incroyable, qui retransmet parfaitement la brutalité des combats. La durée du jeu est également parfaite, laissant le temps aux joueurs de se familiariser avec le jeu et aux différentes armes dans une ambiance lourde et effrayante, pas seulement pour nous, mais aussi pour les démons qui se trouvent sur notre chemin. C'est une expérience tellement satisfaisante, parfois horrible, limite intense, qui nous laisse vider une fois terminé. C'est pour ça que je n'ai pas encore joué à Doom Eternal, mais je sais que je le ferai un jour. J'ai voulu essayer Stalker Anomaly un jour après avoir vu un gameplay intriguant sur YouTube. Avant cette vidéo, le seul souvenir que j'avais de Stalker était d'avoir essayé Shadow of Chernobyl lorsque j'ai construit mon premier PC quand j'étais étudiant. J'avais été étonné par le mystère et la désolation du monde, mais à part l'intro, je n'étais pas allé bien loin dans le jeu. Anomaly est un mode non officiel créé par des passionnés des jeux de GSC Game World qui rassemble toutes les cartes des jeux Stalker précédents. Une bonne excuse pour se plonger dans l'univers post-apocalyptique de Tchernobyl.
Ce jeu est une expérience de survie impitoyable qui tend vers un réalisme très brutal. Ça nous demande constamment en tant que joueurs de gérer les munitions et l'état de nos armes, améliorer notre combinaison contre les anomalies et les zones radioactives, et surtout veiller à ce que notre personnage ait de quoi manger, boire et de soigner d'éventuelles blessures ou contaminations nucléaires. Dans cette expédition, on vit une aventure de survie authentique et très dangereuse, non seulement face aux menaces mutantes et humaines, mais surtout face à l'hostilité naturelle de la zone d'exclusion, culminant parfois par des blowouts destructeurs, qui arrivent parfois au pire des moments. Cet aspect de survie très marqué rend les moments de répit encore plus impactants. On se retrouve souvent en train d'admirer un coucher de soleil ou d'apprécier une simple marche sous une pluie torrentielle. Quand on survit aux horreurs de la zone, retrouver notre camp de base procure un sentiment de réassurance unique. Le sentiment d'être enfin chez soi. Stalker Anomaly est avant tout un voyage dans un décor d'Europe de l'Est anéanti par la catastrophe de Tchernobyl. Ce jeu nous invite à élucider le mystère de ce coin oublié de la planète. Une façon singulière d'explorer l'imaginaire nourri par cette tragédie. Grâce aux différents modes militaires que j'ai essayés sur Stalker Anomaly, j'ai compris que la plupart d'entre eux étaient inspirés d'un jeu de tir d'extraction multijoueur appelé Escape from Tarkov. Je voulais l'essayer mais le jeu est sorti depuis des années et la courbe d'apprentissage était trop importante. C'est là que j'ai découvert Single Player Tarkov. Ce mode permet, au rythme qu'on veut, d'avoir une expérience similaire au jeu en ligne grâce à une IA bluffante et très modulable, qui peut répliquer le comportement de vrais joueurs, voire parfois celui de streamers TTV. Pour ceux qui ne connaissent pas, un jeu d'extraction consiste à faire des missions dans une zone de combat, amasser le plus de loot éparpillé dans la zone ou récupérer sur le corps des ennemis, et de s'échapper sain et sauf. Ce jeu offre l'une des plus grandes poussées d'adrénaline que vous puissiez avoir. Car vous pouvez mourir d'une seule balle, et après une fusillade, vous pouvez vous retrouver attaqué par un autre ennemi qui essaie de récupérer votre loot. Si vous mourrez, vous perdez votre équipement et votre argent. Donc à chaque mort, le prochain raid dans la zone de conflit est plus risqué car l'argent est difficile à retrouver et l'équipement très cher. Vous devez constamment réfléchir s'il vaut mieux prendre un autre combat, faire une autre quête ou vous enfuir. C'est un cycle de risques et récompenses qui pousse les joueurs à continuer à remettre en jeu leur butin durement récolté dans des environnements très froids et délaissés, qui peuvent souvent passer d'un silence glaçant absolu à une pluie de balles venues de nulle part. Un petit truc bête mais que j'adore dans ce jeu, c'est la gestion de l'inventaire. C'est très agréable de ranger ses affaires et de regarder le butin qu'on a accumulé au cours de nos missions. Ça permet d'avoir un moment de détente bien mérité, à l'abri du monde sans pitié de Tarkov, où l'enjeu de la survie prime surtout. Pour être honnête, je n'ai jamais fait de Zelda. Il en existe tellement que je ne savais pas par lequel commencer. Au final, je me suis laissé tenter par un des plus récents de la série, Breath of the Wild. Dès ses premiers pas qu'on entreprend avec Link dans ce monde inconnu, on est instantanément pris par l'appel à l'aventure. Une aventure dont le prémisse est très simple. Sauver la princesse Zelda et libérer le royaume d'Hyrule de la corruption de Ganon. Pour y arriver, on est amené constamment à améliorer nos différents équipements, tout en faisant évoluer les capacités vitales de Link. Cette quête nous plonge dans un voyage où on doit faire face non seulement à des ennemis de plus en plus dangereux, mais aussi à des obstacles naturels qui nous obligent parfois à retrousser chemin car on n'a pas assez d'endurance pour escalader une montagne trop haute, ou que nos habits prennent feu face à la chaleur volcanique.
Ces aléas redirigent de façon spontanée notre expédition vers des labyrinthes mystérieux qui peuvent avoir l'équipement dont on a besoin, des sanctuaires cachés au sommet d'une montagne enneigée afin d'augmenter notre vie maximale, des marchands qui peuvent nous vendre des aliments ou objets qui améliorent nos capacités de combat et de résistance face au climat extrême, ou de simplement être de nouveau perdu dans une forêt engloutie dans le plus épais des brouillards. On se retrouve souvent en train d'admirer des vistas époustouflantes, où l'horizon nous attire constamment par des formes et endroits intrigants. Et les découvertes qu'on peut y faire en valent vraiment la peine. On est souvent surpris par des endroits féeriques hors du temps, qui donnent l'impression d'avoir mis l'épée dans une œuvre d'art. La musique se marie parfaitement avec cet esprit de liberté et d'espoir que le jeu nous offre tout au long de notre périple. Ce côté subtil de la bande-son sublime d'une façon très élégante chaque recoin de ce monde, et lui donne une identité unique, voire parfois magique. Breath of the Wild est vraiment ce que serait un film du studio Ghibli si c'était un jeu. Une odyssée magnifique et pleine d'énigmes qui continuent de nous surprendre et de nous émerveiller jusqu'au générique de fin. Metal Gear Solid, sorti en 1998, gardera pour toujours une place particulière dans mon cœur. Non seulement par son ambition en termes de scénario et de jouabilité, mais surtout par son atmosphère si distincte. Une atmosphère que je n'avais pas vraiment ressentie dans les deux derniers opus de la série, que ce soit Sons of the Patriots avec son exposition excessive, ou de Phantom Pain avec son histoire inachevée. Et en jouant à Snake Eater pour la première fois, j'ai compris que ce n'était pas de la simple nostalgie. Dans cette préquelle du premier opus, on incarne Naked Snake, un jeune prodige de la CIA aidé par son mentor Boss, qui doit infiltrer l'Union soviétique et enlever un expert en armement nucléaire que les États-Unis avaient rendu à l'URSS pour mettre fin à la crise des missiles de Cuba quelques années plus tôt. Une fois sur le terrain, on a la liberté absolue de comment procéder. Grâce à la panoplie de gadgets et d'armes que nous pouvons récupérer sur notre chemin, on peut opter pour une approche furtive en évitant les différents soldats et obstacles, tout en se fondant dans le décor de la jungle et des marécages. On peut aussi avoir une approche plus létale, en utilisant des armes silencieuses ou des exécutions au corps à corps, pour accéder plus rapidement à nos objectifs dans des forteresses militaires. Ou encore y aller en mode plus bourrin, en essayant de survivre à une course-poursuite effrénée à travers la forêt en plein déluge. Au-delà de cet esprit d'infiltration, on doit faire face à des confrontations mémorables et très singulières. On se retrouve à un moment obligé de faire face à des hallucinations qui nous culpabilisent par rapport aux victimes mortes par nos propres mains. Bloqué dans des passages souterrains face à un pyromane enragé, ou encore en train de se livrer à un duel épuisant de snipers et de tracks s'étalant sur plusieurs régions. Sous fond de guerre froide et de secrets d'espionnage, l'histoire nous met en garde non seulement face à des sujets encore d'actualité, comme la menace d'une guerre nucléaire, mais c'est aussi de nous pousser à challenger nos idées préconçues sur le patriotisme et les sacrifices qui en découlent. C'est ce qui fait du récit du lien entre Snake et son mentor une des histoires les plus profondes jamais racontées. Une histoire touchante qu'il faut absolument découvrir. Une épopée de légende, que j'espère le remake Snake Eater Delta va honorer comme il se doit. Avez-vous déjà entendu une seule note de musique et su instantanément que vous alliez vivre quelque chose d'unique? C'est exactement ce que j'ai ressenti après avoir lancé Ocarina of Time pour la première fois.
Malgré la réputation légendaire de cet opus, j'avais du mal à concevoir comment un jeu sorti en 1998 pouvait rivaliser avec Breath of the Wild que je venais de finir. Je ne savais pas à quel point j'avais tort. Dans cette rendition beaucoup plus compacte du royaume d'Hyrule, Link, encore très jeune, se retrouve malgré lui à sacrifier son enfance pour sauver la princesse Zelda des mains de Ganondorf et l'empêcher de s'emparer du pouvoir de la Triforce. Cette quête nous emmène dans de différents donjons et temples dans lesquels on doit faire face à différents ennemis avec des spécificités uniques. Des sanctuaires dans lesquels on est aussi constamment en train de résoudre des énigmes, parfois complexes ou d'autres plus amusantes avec les différents outils et objets qu'on débloque au fur et à mesure du jeu. Ces mêmes objets peuvent être aussi très utiles face aux boss très variés et créatifs qui se dressent sur notre chemin. On peut affronter un fantôme qui se balade de tableau en tableau, ou bien un monstre désarticulé qui jongle avec nous en tapant sur un tambour. Au-delà des différents mystères à résoudre et défis à braver, c'est par son atmosphère qu'Ocarina of Time nous marque pour toujours. Ce monde aux couleurs pleines et éclatantes arrive à nous enchanter par sa douceur et sa légèreté. Des endroits comme le marché de la capitale plein de vie et de magasins tout aussi exotiques les uns que les autres, le village de Kakariko et ses personnages loufoques, ou le Lone Range et l'esprit d'insouciance qu'il dégage, nous submergent par une chaleur inattendue, comme si nous étions en train de vivre dans un livre de coloriage. Une fois transporté à l'âge adulte, le monde autour de Link bascule de cet air enfantin initial vers une atmosphère beaucoup plus hostile et sombre. Le ciel prend une teinte apocalyptique, le climat devient plus sinistre, et la musique prend des airs beaucoup plus mélancoliques. Ce contraste soudain et très prononcé accentue encore plus cette dualité entre l'innocence de l'enfance et le poids que l'on porte plus tard dans la vie. Quand ce changement arrive, des endroits comme le Temple du Temps prennent une dimension presque poétique, une dimension parfaitement communiquée par la musique très solennelle de ce lieu. Le jeu arrive de façon très subtile à nous transmettre ce sentiment d'impuissance qu'on a tous par rapport au passage du temps, et cette impression de courir derrière un mirage insaisissable. Mais ça nous rappelle aussi que la vie n'est pas toujours censée être une course effrénée, et qu'on peut parfois lâcher prise. Avec cette réalisation, on ne peut s'empêcher d'admirer la résilience et la détermination de ce petit Link, qui porte une responsabilité sous laquelle n'importe qui d'autre se serait écroulé. Cette insouciance porte un message d'espoir, mais aussi une invitation à se laisser porter par les aventures que la vie nous propose, sans toujours essayer de tout contrôler. Ocarina of Time arrive avec une simplicité fascinante, à nous faire évader et rêver, quelque chose que je n'avais pas ressenti en jouant à un jeu vidéo depuis mon enfance. Une expérience magique, que je garderai avec moi pour toujours. Dans un monde de gaming dominé par des jeux multi très chronophages, souvent très compétitifs, voire parfois toxiques, et par des jeux modernes dont le principal atout est le réalisme graphique, le fait de jouer à ces 10 titres solo, dont certains très vieux, m'a permis de réapprécier les jeux vidéo pour la légèreté, l'immersion et le fun que seul ce média peut offrir. Des sensations qu'on peut avoir sans avoir à s'entraîner pendant des heures pour avoir le niveau nécessaire pour le jeu en ligne, et sans devoir acheter les toutes dernières cartes graphiques ou consoles, car contrairement à ce qu'on veut nous faire croire, n'importe quel système récent nous donne accès à une bibliothèque presque infinie de jeux vidéo. Pour ceux qui sont restés jusque là, j'espère que cette vidéo vous donnera envie d'essayer de nouveaux jeux, qui vous feront peut-être sortir de votre zone de confort. D'ailleurs, si vous avez des jeux à me recommander, lâchez-vous dans les commentaires. Mais avant de finir, je voudrais remercier ma femme sans qui je n'aurais jamais sorti cette vidéo, et mes parents qui m'ont permis, grâce à leur sacrifice,
de découvrir ce loisir qui n'était pas donné à tout le monde, surtout à l'époque. Je voudrais aussi dédier cette vidéo à mon fils et mon neveu qui viennent de naître, mais surtout à mon frère avec qui je partage cette passion depuis toujours. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Prenez soin de vous et à très bientôt. Peace.